YouTube, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de mes anecdotes de voyage. Je vous ai fait une partie 1 dans laquelle je vous expliquais 3 anecdotes qui se sont déroulées pendant les voyages que j'ai eu la chance de faire. Et comme j'en avais encore plein à vous raconter, je me suis dit allez, partie 2. D'ailleurs au passage, n'hésitez pas si vous voulez une partie 3 à me dire dans les commentaires encore. Je compte sur vous. Si mes petites anecdotes, soit drôles, soit cocasses, soit des situations bizarres, vous plaisent, et bah continuez d'écouter, installez-vous tranquillement dans votre canapé avec un thé ou un café, c'est parti. On repart de très nombreuses années en arrière, je ne saurais pas vous situer exactement quel âge j'avais, en quelle année c'était, mais je dirais que j'avais une dizaine d'années environ, approximativement. À cette époque, je suis avec un groupe mené par ma maman et nous sommes partis passer une journée à Londres en bus. Donc l'idée c'est qu'à partir de chez nous, donc en Normandie, on prend un bus, hop, on prend le bateau, on arrive en Angleterre et avec le bus on rejoint Londres. Et dans ce fameux bus, je suis entre autres avec ma meilleure amie qui a le même âge que moi, sa maman est présente également, enfin bon voilà, et donc ma mère indique à tout le monde, et bah prenez mon numéro de téléphone surtout, comme ça si jamais vous avez un souci, que vous vous perdez ou quoi que ce soit, bah vous me contactez et puis voilà. Elle donne rendez-vous, enfin elle donne quartier libre à tout le groupe en disant bon bah on se retrouve au bus à tel endroit à telle heure et surtout prenez bien mon numéro de téléphone. Moi, qui n'ai pas du tout l'intention d'aller visiter Londres du haut de mes, je vous dis environ 10 ans, 12 ans, 8 ans, on va dire environ 10 ans, je sais plus très exactement, je me dis bah je prends pas le numéro, ça sert à rien, je vais pas quitter ma maman de la journée, je vais pas aller visiter Londres toute seule, donc j'écoute d'une oreille et bref. On part avec ma maman, la maman de ma meilleure amie et moi-même à la découverte de Londres, on se balade, on fait un petit peu les magasins, ok, tout va bien, pas de problème. Et là, donc, on décide de rentrer dans un magasin que vous connaissez sûrement et qui s'appelle Marks & Spencer. Donc, Marks & Spencer, c'est un magasin dans lequel vous retrouvez un peu de tout, hein. Il y a de la déco, il y a de la nourriture, il y a de la cosmétique, il y a vraiment de tout et réparti sur plusieurs étages. Et vous vous doutez de ce que je vais vous dire? Oui. Dans ce magasin, ma meilleure amie et moi-même, nous avons perdu trace de nos mamans respectives. Donc on s'est retrouvés du haut de nos 10 ans, au beau milieu de Marks & Spencer, donc de ce magasin, en Angleterre, dans un pays où on ne parlait pas leur langue, perdus. Voilà, hein. Et puis bah bien évidemment c'était en fin de journée, donc l'heure du rendez-vous, c'est-à-dire l'heure à laquelle les gens ont rendez-vous au bus et doivent repartir pour prendre le bateau et retourner en France, arrivait à grands pas. Panique à bord, qu'est-ce que fait un enfant qui ne parle pas la langue, qui est dans un pays étranger et qui se retrouve perdu sans sa mère? Et bah elle panique, elle pleure. Et puis soudainement, elle se souvient que sa maman lui a appris quelques mots en anglais depuis qu'elle est toute petite. Je dis ça, mais je parle de moi en fait. J'ai cette chance, alors j'ai tout perdu hein, depuis malheureusement, puisque comme je pratique pas... je comprends très bien l'anglais, je lis, je peux regarder des films en version originale, etc. Il n'y a pas de problème, mais pour m'exprimer, je cherche mes mots. J'ai un accent français très disgracieux et c'est un peu plus compliqué pour m'exprimer. Enfin, je suis pas du tout bilingue, très loin de là. Je me débrouille, je peux partir à l'étranger et me faire comprendre, mais ça s'arrête là. Bref, toujours est-il que enfant et dès très jeune, ma maman m'a appris des mots d'anglais et grâce à ça, j'ai pu... avec ma meilleure amie, nous signaler comme étant perdus à l'un des gardes qui était dans le magasin Marks & Spencer, qui nous a amenés, je me rappelle très bien, dans une espèce de petit bureau à part où ils ont en fait appelé la police pour nous raccompagner. J'ai essayé du haut de ma dizaine d'années et des quelques mots que je connaissais d'expliquer qu'on avait perdu nos mamans, qu'on était perdus, qu'on était un groupe avec un bus et qu'on avait un rendez-vous. Mais c'est surtout voilà ce terme-là, maman perdue, gros bus qui revenait. Et manifestement j'ai à peu près réussi à me faire comprendre, puisqu'encore une fois ils ont fait venir la police pour nous accompagner.
Je ne saurais pas dire s'ils ont compris où exactement on avait rendez-vous, parce que je ne me souviens pas, mais je sais, je me souviens très bien qu'ils nous ont en fait accompagnés dans la rue. On est sortis de Marks & Spencer et on s'est retrouvés avec, enfin ma meilleure amie et moi, donc 2 enfants encore une fois, avec ces policiers anglais qui nous accompagnaient dans la rue, très probablement pour nous ramener jusqu'au bus, mais je ne sais pas s'ils avaient compris où était le bus. Et la chute de l'histoire, c'est qu'en fait, de l'autre côté, vous devez vous dire, mais que sont devenues les mamans? Et ben, elles devaient être en panique aussi, j'imagine, de leur côté, mais il se trouve que le destin était avec nous ce jour-là, et on les a croisées dans la rue, en fait. Elles devaient être en train de nous chercher, et on les a croisées alors qu'on était avec les policiers, donc... tout est bien qui finit bien, mais vous vous doutez bien qu'on s'est fait légèrement rabrouer. Pourquoi? Pas parce qu'on s'était perdu, mais parce que, en fait, par fierté, on n'avait pas pris ce fameux numéro de téléphone qui nous aurait sauvés à ce moment-là et qui aurait évité tant de panique aussi bien pour elle que pour nous. Mais bon, tout est bien qui finit bien. La deuxième anecdote, c'est une anecdote un petit peu marrante qui s'est déroulée cette fois de manière un peu plus récente. Ça se passe en février 2018. Il faut savoir que je suis née le 6 février, donc pour mon anniversaire, ma maman m'a fait la surprise d'organiser un week-end à Barcelone, qui est l'une des villes que je préfère pour partir en week-end quand je peux le faire. Et en l'occurrence, pas pour rien, parce qu'il y avait sur ce week-end-là une exposition Game of Thrones. Game of Thrones. Bref, d'une de mes séries préférées. Et donc, nous voilà partis à Barcelone, ma maman, moi et ma tata. Donc toutes les trois, on passe un super séjour, on fait cette expo, on se balade dans Barcelone, parce qu'on connaît maintenant, enfin moi j'ai dû y aller 5 ou 6 fois, donc j'adore et je connais plutôt bien. Donc on se balade, etc. etc. Et donc, si vous connaissez Barcelone, vous savez que il y a ce qui s'appelle l'avenue principale, donc la Rambla, ou Las Ramblas, comme pluriel, singulier, peu importe. Et de chaque côté de cette rue principale, vous avez des boutiques, des restaurants, etc. Mais tout le long, tout le long. On pourrait appeler ça des restaurants à touristes hein, quand même, on va pas se mentir. Et puis vous avez des rabatteurs, hein, donc des serveurs de ces restaurants qui viennent vous chercher dans la rue pour vous ramener dans ce restaurant-là. On décide de pas trop s'arrêter sur ce genre de restaurant et on en prend un qui est tout en bas de la Rambla, pas loin de la statue Christophe Colomb, pour ceux qui connaissent, bref, qui est un peu niché dans un coin, enfin bon bref. On trouve que le menu est plutôt pas mal, plutôt intéressant, on s'installe dans ce fameux restaurant. Et donc on mange, c'est plutôt bon, voilà, arrive le moment du dessert, et là on a un peu de mal à se faire comprendre et à choisir le dessert avec le serveur. Encore une fois pour rappel, on est en Espagne donc ils ne parlent pas français, ils parlent même, j'allais vous dire pas espagnol mais catalan, puisqu'on est à Barcelone donc ils parlent catalan, bon, espagnol globalement. Un peu anglais, et donc bref, on se débrouille comme on peut pour se faire comprendre, et pour le dessert, on demande une glace au chocolat, et donc le serveur nous explique que non, il n'a pas de glace au chocolat, qu'il y a éventuellement d'autres parfums, mais qu'il n'a pas de glace au chocolat. Alors, pourtant, une glace au chocolat, c'est quand même bon. On creuse, et puis la discussion dure, etc. Il y a tout un quiproquo avec le serveur, et il finit par nous dire, bah écoutez, j'ai pas de glace au chocolat, mais... je rigole. Mais si vous voulez, j'ai une glace à la vanille. Parfait! Ça fait un quart d'heure qu'on discute pour avoir une glace en dessert dans notre menu. Glace à la vanille, c'est parfait. On dit oui, bon bah pas de souci. Ramenez-nous la glace à la vanille, c'est parfait. Bref, comme dans tous les restaurants, on attend. Et là, au bout d'un moment, on voit le serveur nous ramener nos desserts. Et là, on est parti, mais dans un éclat de rire monumental quand on a vu ce qu'il nous a ramené. Je vous mets une petite photo et vous allez constater par vous-même que la glace à la vanille qu'il nous a amenée, voilà, était en fait une glace au chocolat avec un tout petit cœur vanille tout rikiki au milieu. Donc ça nous a valu mais une crise de fou rire qui a dû durer 15 minutes. Enfin bon, voilà, c'est quiproquo avec le serveur, c'était vraiment très anecdotique. Le lendemain, on décide de retourner dans ce même restaurant parce que, encore une fois, rapport qualité-prix intéressant, c'était bon, c'était vachement bien positionné par rapport à l'hôtel dans lequel on était, donc nickel. Donc le soir, on retourne dans ce fameux restaurant. Et
en dessert, cette fois, ma maman et moi, on décide de prendre une crème brûlée ou une crème à la catalane, quelque chose comme ça. Et ma tante dit bon bah moi je vais reprendre la même glace qu'hier, la petite glace à la vanille. Bon, c'était devenu une blague entre nous, donc je vais reprendre, elle dit au serveur, je vais prendre une glace à la vanille. Et la deuxième crise de fou rire pas possible. De toute façon c'est pas dur, dans tout le restaurant tout le monde nous regardait parce qu'on pleurait, on était pliés en deux, je vous laisse imaginer la scène. Et là le serveur lui ramène, mais j'ai pas la photo c'est dommage, lui ramène sur une assiette, posé sur une assiette, un petit pot de glace, vous savez les petits pots double goût qu'on donne aux enfants avec des petites pellettes là. Petit pot de glace, mi-vanille, mi-chocolat qu'il lui dépose devant elle quoi. Je crois que ce restaurant-là avec les desserts restera gravé dans nos mémoires. Je n'ai jamais autant ri autour d'un dessert dans un restaurant. Voilà. Je vous avais dit dans la première vidéo que j'avais plusieurs anecdotes à vous raconter qui se sont déroulées aux États-Unis. Je vous avais d'ailleurs raconté l'anecdote de la panne de bus dans la vallée de la mort en septembre 2016. La première fois que je suis allée aux États-Unis, c'était en fait en septembre 2009, donc mon premier voyage sur la côte ouest. J'ai deux choses à vous raconter sur ce voyage. La première, c'est le départ. Alors donc, nous sommes en septembre 2009, mon rêve est d'aller aux États-Unis, donc je suis archi contente avec ma petite valise. On arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Encore une fois, voyage de groupe, donc on est, je ne sais plus trop, 40-50 personnes, on va dire une cinquantaine de personnes, peu importe. Donc tout un bus qui débarquons avec nos petites valises. Si vous avez l'habitude de voyager, vous savez que c'est timé, hein, il faut arriver en moyenne 2 heures avant l'heure de décollage, parce que vous devez faire la queue pour aller enregistrer vos bagages et que les bagages soient mis dans l'avion, récupérer vos places dans l'avion, et puis ensuite vous devez passer tous les contrôles, voilà, pour vérifier que vous n'avez rien de dangereux sur vous, la douane, etc. Et puis ensuite vous allez en salle d'embarquement, vous attendez qu'il soit l'heure qu'on vous appelle, et puis vous repassez un par un pour rentrer dans l'avion. Ça c'est tout le cheminement. Donc là, on arrive, il est super tôt le matin de mémoire, je crois qu'on devait arriver aux alentours de 6 h du matin sur l'aéroport Charles de Gaulle, qui est quand même un gros aéroport, avec tout notre groupe d'une cinquantaine de personnes, nos valises et notre excitation, notre contentement. Je vous précise une chose, pour aller aux États-Unis, on n'avait pas un vol direct, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas Paris-Los Angeles, on faisait Paris-Londres. À Londres, on reprenait un avion avec la British, enfin la compagnie British Airways, je crois. Et cette correspondance nous emmenait à Los Angeles. Donc en fait, c'est encore plus timé, c'est pour ça que je vous fais la précision. Et donc on arrive, on commence à faire la queue pour enregistrer nos bagages et je crois que quelques-uns ont réussi à enregistrer les bagages, mais très peu. Et là d'un coup un mouvement de foule arrive sur notre droite. Il faut savoir que sur notre droite il y avait en fait un petit peu plus loin les toilettes. Et un mouvement de foule arrive vers nous en mode sortez, reculez, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est que une alerte à la bombe s'est déclenchée. Une alerte à la bombe s'est déclenchée et donc on nous a évacués, on nous a demandé de sortir de l'aéroport. Alors quand je vous dis qu'ils nous ont évacués, en fait ils nous ont fait sortir de l'aéroport, mais on était tous stockés aux portes de l'aéroport, donc c'est à dire que si ça avait sauté de toute façon, qu'on soit dedans ou juste devant, je pense pas que ça aurait changé grand chose. Mais bref, il s'avère qu'en fait il y avait un sac qui était resté tout seul au milieu des toilettes, femme ou homme, je ne sais plus, mais tout seul au milieu des toilettes. Et le protocole veut que quand, plan VG Pirate, hein, quand un sac est resté à l'abandon, on appelle les démineurs. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, nous on s'est retrouvés dehors, à voir les minutes, pour ne pas dire les heures passées, toujours pour certains avec nos valises, avec tout le processus que je vous ai expliqué à faire pour pouvoir embarquer dans ce premier avion qui devait nous emmener à Londres pour prendre notre correspondance pour les États-Unis. Voyage qu'on attendait tous depuis très très longtemps, hein, je vous laisse deviner. On était entouré de militaires qui nous gardaient à l'extérieur de l'aéroport pendant qu'on attendait les démineurs qui sont arrivés et qui en fait ont fait leur job. Ça a pris un temps fou, les gens étaient en panique, on voyait les avions
certains avions, parce qu'il n'y avait pas que notre avion et il n'y avait pas que nous, voyageurs qui ont été mis dehors. Vous vous doutez bien que c'est l'intégralité de ce coin-là de l'aéroport qui a été mis dehors. Donc on voyait les avions partir du tarmac, parce que ce qui coûte cher pour un avion, c'est de rester sur le tarmac. Donc en fait, certains avions n'ont pas attendu et ont décollé quasi à vide. Donc même si les gens étaient restés là, ils partaient sans. Et il faut savoir que alerte à la bombe, c'est la faute à pas de chance. Donc je pense qu'en termes d'assurance, je ne suis pas hyper calée là-dessus, mais à mon avis, excusez-moi l'expression. Bref, c'est pas le sujet. Donc nous, la panique commence à nous prendre, on se dit mais mon Dieu, on va jamais avoir le temps de tout faire, de monter dans cet avion, notre voyage est foutu, on était limite en mode dépression. Et en fait, il s'avère que c'était juste un sac oublié dans les toilettes avec des culottes sales et des affaires. On a su au dernier moment, vraiment, il a fallu bagarrer pour pouvoir enregistrer tous les bagages de tout le monde, de tout le groupe et courir pour aller passer les barrières de sécurité, la douane, etc. et embarquer dans notre avion. Ça a été un stress de ouf, mais on s'en est sorti, on a réussi finalement à prendre cet avion. Et ça restera en fait une anecdote qui m'a marquée parce qu'encore une fois, ce séjour-là, je l'ai espéré de nombreuses années. Les États-Unis, c'est ma destination de rêve et à cette époque-là, je n'y avais jamais mis les pieds. Et quand vous arrivez enfin au jour J avec votre valise et que bim, vous tombez pile poil au moment où c'est une alerte à la bombe et que vous êtes à ça de rater votre avion et de foutre en l'air tout votre voyage, vous vous dites mais c'est pas possible quoi. Mais bref, tout est bien qui finit bien. La petite anecdote numéro 2 pour ce séjour, je retire, il y a des pluches qui volent, c'est que pendant ce séjour, j'ai eu la chance d'être le témoin. Et par être le témoin, je veux pas juste dire constater, j'ai signé en tant que témoin d'un mariage en fait à Las Vegas. Donc je me dis que c'est le petit extra bonus de cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement comment ça s'est passé. Donc on avait dans notre groupe un couple qui avait décidé de se marier à Las Vegas et du coup ils ont choisi parmi nous des témoins pour pouvoir signer sur place puisqu'ils étaient sans leur famille, sans leurs amis, ils étaient vraiment que tous les deux. Et donc j'ai été choisie pour pouvoir être la témoin de la mariée ce jour-là. Ce qui est trop mimes, c'est que tout le groupe, pourtant on était dans un groupe où on se connaissait pas de base entre nous, enfin quelques personnes se connaissaient mais pas tout le monde. Et là il y a vraiment une espèce de solidarité autour de ce mariage qui s'est mise en place et tout le groupe s'est mis à fabriquer avec des petites serviettes en papier des fleurs blanches, etc. pour faire de la déco dans le bus, pour faire un petit bouquet de fleurs de papier à la mariée, etc. Enfin c'était vraiment trop chou. Après, le côté moins glamour, c'est que, alors je pense qu'à moins d'avoir vraiment un super budget, très honnêtement, je trouve que le mariage à Las Vegas, c'est vraiment pas sexy. En tout cas, l'expérience que moi j'ai eue, ça m'a pas du tout donné envie de le faire. Mais je pense que c'est lié au budget. Je pense que quand vous mettez vraiment, c'est comme tout, hein, vous me direz, mais quand vous mettez vraiment le prix à Las Vegas, je pense que vous pouvez avoir un truc spectaculaire. Là, on avait vraiment le forfait de base et ce qui compte, après tout, c'est l'amour que se portaient ces deux personnes-là et le fait qu'elles se retrouvent mariées, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est que de par le fait qu'on avait opté, enfin, ils avaient opté par une option raisonnable financièrement parlant, bah du coup, le service en face, c'était moyen, quoi. Pour alimenter ce que je suis en train de vous dire, grosso modo, premièrement, dans la chapelle donc de Las Vegas, les gens n'ont pas eu le droit de rentrer. Donc les seuls qui ont eu droit d'entrer, et on était encore une fois en septembre 2009, donc il n'y avait rien à voir avec le Covid ou ce genre de choses, hein, c'était vraiment juste, vous payez pas donc ils rentrent pas, grosso modo. Donc ont eu le droit de rentrer forcément les mariés, hein, le marié, la mariée, et les témoins, c'est tout. Partant de là, je me souviens vraiment très exactement qu'il y avait deux personnes à cette cérémonie. Une espèce de secrétaire qui était là avec les papiers à signer, qui a expliqué tout un tas de choses et il faut comprendre l'anglais parce qu'ils vous débitent leur texte en anglais, voilà. Et le prêtre qui est sorti de nulle part. En fait, je pense que sa maison était accolée à la chapelle et au beau milieu du discours très administratif
de la secrétaire. Il est sorti en trombe avec son espèce de toge noire, enfin voilà, un peu mal mise là. Il s'est installé à table, enfin derrière la table, il leur a débité un truc sans même les regarder. Et au moment de « vous pouvez embrasser la mariée », il a relevé la tête, il leur a fait comme ça, il a rebaissé la tête, ils ont signé, il est reparti comme il était venu. Il devait être en train de regarder un match de baseball ou ce genre de choses et on le dérangeait ce monsieur, je pense. C'était impressionnant. On n'a pas eu le droit de prendre des photos à l'intérieur puisqu'il y avait un photographe payant et donc nous n'avions pas le droit de photographier la scène. Si on voulait boire quelque chose, une bouteille d'eau, quoi que ce soit, c'est pareil, c'était payant. Enfin, vraiment, j'ai trouvé le truc anti-romantique, anti-glam, mais ça m'a pas du tout donné envie de faire ça moi-même. Par contre, le comportement des gens avec qui on était autour, j'ai trouvé ça génial. Encore une fois, la solidarité autour de la préparation de ce mariage avec les petites fleurs, le bouquet pour la mariée, c'était top. Et ils ont tous attendu dehors devant la chapelle et effectivement quand on est sorti, il y a eu, comme sur un mariage classique en France, les fameuses photos avec les mariés, les témoins, etc. Enfin ça c'était vraiment cool et heureusement finalement je trouve que le groupe était là parce que la prestation en soi, au secours. Voilà les amis, c'est tout pour cette nouvelle vidéo anecdote. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus, parce que j'en ai encore. Oui, j'en ai encore sous le coude. N'hésitez pas. Je vous laisse dans la barre d'infos, comme d'habitude, tous les liens vers mes réseaux sociaux si vous voulez m'y retrouver, me faire un petit coucou. Et puis en attendant, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros boujous et je vous dis prenez soin de vous. Des boujous!